Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu ce mardi un entretien téléphonique avec son homologue russe à propos des relations bilatérales qu'entretiennent les deux pays. La ville d'Adrar, plus belle oasis du pays, un prix lui a été attribué hier lors de la cérémonie de distinction de la plus belle oasis du pays. On parle également ce soir de cet incubateur, un nouvel incubateur dédié aux start-up qui est actif dans le secteur des transports, intitulé Naql Tech. Il a été inauguré ce mardi, il accueille une dizaine de start-up innovantes dans les secteurs du transport et de la logistique. Nous parlerons ce soir également du e-payment obligatoire à travers les TPE dans les commerces. La date butoir arrive à échéance ce 31 décembre. Qu'en est-il de cette opération? Élément de réponse dans l'enquête de la semaine signée Yamina Saïdji. On ira à Djelfa découvrir un simulateur de vol made in Algérie. C'est un défi relevé par un ingénieur de cette région il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il ambitionne de collaborer avec les autorités du pays pour faire bénéficier de son expérience dans ce domaine. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a eu donc ce mardi, un entretien téléphonique avec Mikhail Mishustin, Premier ministre de la Fédération de Russie. Les échanges entre les deux premiers ministres ont porté sur les voies et moyens à même de permettre aux deux pays de poursuivre leurs efforts communs pour le développement de la coopération bilatérale, conformément à la déclaration du partenariat stratégique liant l'Algérie et la Russie. À cet égard, les deux premiers ministres avaient exprimé leur satisfaction quant à l'amitié profonde qui lie les deux pays et la qualité des relations bilatérales, et se sont félicités aussi des perspectives prometteuses de la coopération algéro-russe dans divers domaines, notamment ceux de l'industrie, du spatial, des ressources en eau, de l'environnement, de l'agriculture, de la communication également, et de l'enseignement supérieur et de la technologie, domaines devant être davantage examinés à l'occasion des prochaines échéances bilatérales, ajoute un communiqué du Premier ministère. Les deux premiers ministres ont également évoqué la lutte contre la pandémie de la Covid-19 en convenant de la coordination des efforts des deux pays dans ce domaine, notamment concernant le volet de la vaccination. Ils ont enfin convenu de poursuivre la concertation bilatérale sur l'ensemble des aspects de la coopération algéro-russe ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au terme de l'entretien, le Premier ministre russe a réitéré ses amitiés et ses salutations les plus chaleureuses au président de la République, Abdelmajid Tebboune. La ville d'Adrar, distinguée plus belle oasis du pays, c'est un prix qui lui a été donc attribué hier soir lors de la cérémonie de la distinction de la plus belle oasis du pays. Pas moins de 14 wilayas ont participé à cette première édition qui a mis en valeur la beauté des oasis du sud algérien. Walid Yousfi. La wilaya d'Adrar vient de remporter le premier prix de la plus belle oasis. Lancé par le ministre délégué chargé de l'environnement saharien, ce projet a pour objectif de promouvoir les richesses du sud algérien. Nous allons continuer à aider les agriculteurs pour la réhabilitation des oasis. Le prix que nous avons gagné ce soir sera totalement investi pour la revalorisation du site et sa transformation en destination touristique. Je suis très content d'avoir eu le premier prix lors de ce concours organisé sous l'égide du président de la République. Cette initiative exprime l'intérêt que nous portons aux oasis, notamment à travers leur réhabilitation et leur valorisation. Nous souhaitons mettre en avant aussi leur importance sur le plan social, économique et politique. Ce concours est l'occasion de créer l'esprit de compétition entre les différents participants pour la sauvegarde des oasis et leur réhabilitation. Pas moins de 14 wilayas ont participé à cette première édition qui a mis en valeur la beauté des oasis du sud algérien. المبادرات كيما هاكي يشجعوا الشباب ويشجعوا أهل الجنوب نتمنى إن شاء الله المواصلة. Ce premier concours national valorisant l'Oasis est un prélude pour la création de l'Oasis de l'Union africaine, un projet d'envergure qui sera l'un des plus grands écosystèmes du sud algérien.
Un nouvel incubateur dédié aux startups activant dans les secteurs des transports intitulé Naql Tech a été inauguré ce mardi par le ministre des Transports accompagné par le ministre de la Poste et des Télécommunications et le ministre des startups et de l'économie de la connaissance. L'incubateur accueille une dizaine de startups innovantes dans le secteur du transport et de la logistique allant de l'information en temps réel à la ville data en passant par les plateformes logistiques numérisées. On revient sur cet événement avec Nakhla Al-Arabi. Situé au niveau du centre de formation de l'ETUSA, cet incubateur accueille une dizaine de start-up qui devront plancher sur l'information en temps réel, la dataville, mais également les plateformes logistiques numérisées. Le but est la création de postes d'emploi pour les jeunes. Il s'agit de leur faire sentir qu'ils ont la responsabilité de créer des start-up. Le rôle de l'administration est de les aider pour ce faire. Cet incubateur est une passerelle entre la vie professionnelle, voire le monde du travail, et les jeunes, la jeunesse innovante. Cet incubateur est le fruit d'une collaboration interministérielle. Cette nouvelle structure doit permettre aux porteurs de projets dans le secteur des transports de bénéficier d'une formation et de mettre en œuvre le projet de manière concrète au profit du secteur des transports avec la collaboration des entreprises publiques de transport et du ministère. Pour le directeur du projet de cet incubateur, ce laboratoire permettra aux start-up du secteur du transport logistique d'être soutenus dans leur recherche de financement, dans l'élaboration de leur business plan et dans le développement de leur réseau et de leur visibilité. On reste avec le transport pour aller à Djelfa. Nous sommes partis à la rencontre de Smaïl Naimi. Il est passionné d'aéronautique. Il a fabriqué dans les années 80 un simulateur de vol sur le modèle du Boeing 737. Il fabriquera également un autre simulateur quelques années après, plus récent, qui concerne le Cessna 137. Zaïda Mayouf s'est rendu à Djelfa à sa rencontre. Reportage. Et ouvert via Internet, les simulateurs aéronautiques et épaulés par ces 4 ingénieurs en électronique, ils se lancent dans la fabrication d'un simulateur de vol de type Boeing 737. J'ai découvert le simulateur dans les années 80. Puis jusqu'aux années 90, je me suis concentré sur le domaine. C'est-à-dire j'ai trouvé beaucoup de chercheurs qui ont construit des simulateurs. On a construit un Boeing 737, c'est-à-dire entre recherche et construction, nous sommes restés plus de 9 ans. Technologie informatique aidant, il perfectionne ses connaissances et réussit à fabriquer un simulateur d'un Cessna 137. Le cockpit de l'avion est plus vrai que nature, tout fonctionne à l'identique. Ce simulateur de vol est une réplique quasi exacte du modèle vrai. Nous avons assisté à l'aéroport de Hawari Boumediene. On a fait aussi un atterrissage qui a été réussi. Bon, ce simulateur est destiné pour l'apprentissage des futurs pilotes. Il a toutes les commodités de vol, comme vous voyez. Bon, le matériel, c'est pas comme l'ancien matériel du Cessna 172. Celui-là, il est bien plus perfectionné que l'ancien système. On a changé et on a fait beaucoup d'améliorations, comme vous avez vu à l'intérieur avant. Bon, il est équipé du FMC, il est équipé de toutes les commodités de la navigation que le pilote cherche. C'est-à-dire, à partir de ça, il peut piloter aussi un Beechcraft. Un Beechcraft, et une fois qu'il obtient son PPL, il peut accéder à d'autres brevets. Dans cette salle de commande, nous proposons différentes pannes aux stagiaires par des conditions climatiques extrêmes. Et c'est à eux de résoudre les problématiques tout en étant dans les airs afin d'être prêts à la navigation aérienne. Même si les avions restent cloués au sol par ces temps de pandémie, nous avons eu la chance inouïe de devenir copilote de ligne d'un jour. Décollage à partir de l'aéroport Hawari Boumediene d'Alger, atterrissage à l'aéroport de Londres avec un paysage reproduit à la perfection. Vous allez m'entendre suivre les conseils que je vais vous donner.
Je dois baisser, mais... Voilà donc pour ce simulateur Made in Algérie. On parle également de l'engineering, cette fois Made in Algérie toujours, pour parler de l'unité Fab Lab qui offre à ses clients de fabriquer n'importe quel prototype sur maquette numérisée. Un savoir-faire industriel qui encourage beaucoup d'ingénieurs à s'investir dans ce créneau. Reportage Mariam Damis. Youssef, gérant d'une société spécialisée en transformation de véhicules, il s'est dirigé vers Fab Lab pour concrétiser son projet. Il s'agit de la réalisation d'une benne tasseuse. Sa fabrication demande de grands moyens. Le laboratoire de fabrication propose de mettre en œuvre tous les moyens matériels et humains pour développer et concrétiser les projets liés à l'industrie métallurgique. Nous avons l'ambition de fabriquer, d'ailleurs nous sommes en stade de prototypage pour une benne tasseuse. Ça veut dire que c'est un camion poubelle, voilà, pour équiper des véhicules, des camions, pour qu'ils deviennent des camions poubelles. La valeur ajoutée de Fab Lab, c'est de concrétiser tout ce qui est projets qui sont faits par nos ingénieurs et les concrétiser grâce à tout ce que Fab Lab a comme surface personnelle et surtout tout ce qui est machine aussi. Grâce à Fab Lab, Yassine a lui aussi fabriqué son produit, une chaise roulante qui répond aux normes internationales. Elle sera prochainement disponible sur le marché algérien et même exportée dans un avenir proche. Nous avons pu concevoir un fauteuil roulant électrique qui a plus de 70% de taux d'intégration et qui surtout a été normé et homologué en Europe, ce qui veut dire qu'il est apte à être exporté n'importe où dans le monde. Nous avons pu bénéficier d'un partenariat avec Alrim, ce qui nous permet d'accéder à un parc machine conséquent et surtout, ça va nous permettre d'avoir une production conséquente dans les meilleures conditions qui soient. Et cela nous permettra bien sûr de fournir à toute personne à mobilité réduite d'obtenir un fauteuil roulant électrique fabriqué en Algérie et avec une qualité de norme internationale. Cet organe qui est Fab Lab est mis à la disposition des petites entreprises à l'effet de les aider à concrétiser leurs projets, leurs idées. Et en deuxième partie, et c'est la partie la plus importante, de commercialiser leurs produits. Avec un atelier qui s'étend sur une superficie de 45 000 m² et disposant ainsi d'une grande capacité de production, le laboratoire assure même la commercialisation du produit une fois fini. L'ingéniosité des jeunes Algériens peut apporter une grande valeur ajoutée à l'économie nationale. On parle ce soir également du e-payment obligatoire à travers les TPE, les terminaux de paiement électronique dans les commerces. C'est une obligation légale. La date butoir arrive à échéance le 31 décembre, dans 2 jours. Qu'en est-il de cette opération? Élément de réponse dans l'enquête de la semaine signée Yamina Saïdji. Lancé en 2015 en Algérie, le paiement par carte est en train de séduire une bonne partie des consommateurs. Cette année, 187 482 transactions ont été enregistrées, un chiffre en nette augmentation, conséquence directe ou indirecte du manque de liquidité durant la crise de coronavirus qui a fait que les usagers utilisent plutôt la carte que le cash. J'utilise la carte dans les grandes surfaces ou bien quelques magasins parce que je cache partout. D'accord. J'aime bien utiliser la carte qui me couche l'espèce. Ce qui est disponible, voilà, surtout dans les grandes surfaces. Voilà, les grands magasins, les grandes enseignes et les cartes CIB fonctionnent. Voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle l'ensemble des commerçants sont tenus de mettre à la disposition de leur clientèle des terminaux de paiement électronique et ce, avant le 31 décembre. Un engouement vers ce mode de paiement. Donc on va dire entre 2018, 2019 et 2020, donc on est en plein ascension. On était à peu près à 8 000 transactions, là on est à plus de 14 000 transactions. Donc c'est prometteur. Néanmoins, d'autres préfèrent le paiement classique. Je préfère payer en liquide parce qu'il y a souvent des problèmes, donc pour faciliter les choses. Sur les 2 128 217 opérateurs économiques inscrits sur la base de données du Centre national de registre de commerce, seuls 555 commerçants disposent de TPE, un chiffre relativement dérisoire par rapport au nombre de commerçants inscrits pour de nombreuses raisons. Tout opérateur qui ne se met pas en conformité avec la disposition est puni d'une amende allant jusqu'à 50 000 dinars. La deuxième des choses, c'est peut-être aussi l'ignorance des mesures d'encouragement qui ont été mises en place. Vous savez que
Algérie Post a offert gratuitement un nombre important de TPE. Et la troisième crainte réside essentiellement dans le fait que les opérateurs économiques redoutent qu'on puisse assurer la traçabilité de leurs transactions commerciales. Si les chiffres paraissent en termes absolus faibles, mais la croissance est vraiment considérable. Donc on voit vraiment l'adhésion des clients par rapport à ce moyen de paiement électronique, et nous voyons aussi toutes les demandes qui sont en cours d'être enregistrées aujourd'hui au niveau des directions des différentes wilayas. En termes de disponibilité de TPE, nous sommes très à l'aise. Nous avons contracté donc un contrat de plus de 50 000 TPE. Aujourd'hui, nous en avons déployé 3 000 et nous avons donc des livraisons donc très fréquentes de TPE. En plus des TPE, Algérie Post a lancé en 2020 le paiement sans contact par QR code. Aujourd'hui, 100 clients d'Algérie Post disposent de ce mode de paiement et plus de 300 clients sont en cours de configuration. La prise en charge des zones d'ombre. On en parle également ce soir. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, a procédé au lancement de la campagne nationale de solidarité pour venir en aide aux personnes nécessiteuses. L'aide comporte entre autres des denrées alimentaires, des couvertures. À cette occasion, Youssef Belmehdi a organisé une réunion avec plusieurs de ses cadres pour annoncer l'installation du comité scientifique et culturel. Son but est de développer la recherche scientifique. On écoute le ministre. Nous avons annoncé durant cette rencontre l'installation du comité scientifique et culturel. Ce dernier constitue un espace de concertation, d'échange, d'expérience et d'opinion. Son objectif, développer la recherche scientifique. Les zones d'ombre, on en parle également ce soir. Plus de 700 villages et localités enclavés sont recensés à travers la wilaya de Msila. Aujourd'hui, ils veulent bénéficier de leur part de développement. Les revendications sont nombreuses. Ça va de l'eau au gaz, en passant par le bitumage des routes, l'extension des écoles. Nous avons rendu visite à deux petits villages de la commune de Ouled Addi, dans la daïra de Ouled Darraj. Reportage sur place, Abdelmajid Makassi. Nous sommes partis d'ici vers Barhom parce que les conditions de vie sont difficiles. Il n'y a presque plus rien ici. À part l'électricité, nous n'avons pas de route et l'eau nous manque beaucoup. Nous manquons de beaucoup de choses. Nous voulons que les pouvoirs publics s'intéressent à nous dans les meilleurs délais. Nous avons besoin d'une route, de la réfection du réseau d'eau potable, de gaz et des aides pour le logement rural. Nous avons déjà bénéficié, mais il y a un manque à combler pour permettre aux habitants de revenir et de s'y installer. Ce sont là quelques préoccupations des habitants de ce village de la daïra de Ouled Darraj, dans la wilaya de Msila. Chorfa en l'occurrence, un petit hameau de quelques 100 habitants qui aspirent à être dotés de plus de moyens pour une vie décente. Nous les avons accompagnés à travers leur village. Ils nous ont fait part de leurs besoins. Ils veulent un centre de santé, une route avec de l'asphalte et du gaz dans leur foyer. Des doléances que nous avons présentées au premier responsable de la wilaya juste après notre tournage. Et pour plus d'écoute, le wali s'est carrément déplacé dans le village le lendemain de notre passage. On n'a pas solutionné tous les problèmes. Les revendications des citoyens, elles sont nombreuses. Donc, partiellement, nous avons réglé des problèmes. C'est des zones rurales donc, qui ont besoin d'importants projets pour leur développement. Surtout qu'elles n'ont pas bénéficié auparavant, les années passées, de projets d'un apport très important. Donc effectivement, il y a eu un nombre important de projets qui ont été réalisés. On comptabilise 280 projets réalisés. Plusieurs projets sont réalisés un peu partout dans la wilaya qui compte quelques 700 localités enclavées et déshéritées. À l'image de cette autre localité, Hamrit, un lieu-dit de la région et qui vient de bénéficier de la construction d'un pont pour faciliter le passage des habitants. Les citoyens ont demandé, la première revendication, c'est la réalisation de ce pont. Donc on a réalisé ce pont
et les travaux sont en cours. Les délais sont de 5 mois. D'autres revendications, c'est bien sûr le goudronnage cette route. Parce que c'est une piste, ils demandent le goudronnage. Elle est proposée dans le programme de 2021. Aussi, ils demandent l'extension de l'école, 3 classes. Ils demandent aussi l'extension du réseau électrique. Ils demandent l'alimentation en gaz. La réalisation de ce pont a été un véritable rêve. Et voilà qu'il se réalise. Il nous manque encore le gaz et l'éclairage public, en plus du goudronnage de la route. Des projets déjà inscrits sur le calepin de la wilaya. Un point sur le bilan du coronavirus en Algérie. 357 nouveaux cas confirmés, 336 guérisons et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Les terrains de jeu restés à l'abandon depuis plusieurs années dans la commune de Ain Taïa, une situation dramatique que connaissent ces infrastructures qui jadis avaient vu naître des champions. Sarah Derbal en a visité quelques-unes. Un terrain de jeu qui n'en est plus malheureusement depuis quelques années déjà. Les habitants de Ain Taïa se plaignent de l'état désagréable de cet espace qui fut dans le passé un espace de jeu, de loisirs et un refuge pour ces enfants du quartier qui en gardent un souvenir lointain. Un terrain qui a même vu naître des champions. C'était en mouvement, tout le temps en mouvement. Il y avait des participations au championnat, coupe d'Algérie, tout championnat d'Algérie. C'était la belle époque et tout. Il y avait ces deux cours-là, c'était toujours les mêmes cours. Ils étaient en turf, bien sûr, par rapport à... Ils ont aménagé en Matéco les années 90, je pense, les années. C'était quelque chose d'extra, malheureusement, avec le temps, il s'est détérioré à force de la mauvaise gestion et tout, il s'est détérioré. Comme vous voyez l'état catastrophique du terrain, ce terrain-là qui m'a formé et qui a formé plein de champions et plein d'athlètes. Avant, il était joyeux le terrain. Il y avait du monde, il y avait des familles qui s'assoyaient ici et tout. C'était vivant, quoi. Ça fait 10 ans. 10 ans que ce terrain est à l'abandon. On a fait plusieurs demandes à la mairie, à la DGS, mais on n'a eu aucune réponse jusqu'à ce jour-là. Une situation partagée par le premier responsable de la commune qui a tant bien que mal essayé de trouver une solution pour redonner vie à ce terrain, un terrain que lui-même avait fréquenté depuis sa tendre jeunesse. Où il y avait un mur, du côté de la Reine 24, on voit un mur, vous le voyez, un mur aveugle. Avant, il y avait un grillage en Zimmermann, que les gens qui passaient, même des gens qui jouaient ici, ou bien des sections qui jouaient ici, elles peuvent regarder de l'extérieur. Mais nous avons établi une fiche technique de ce terrain qui est approximative de 20 millions de dinars. Elle est au DGSL. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont commencer ces travaux. Nous avons des terrains de proximité qui ont été confiés à la DGSL. Donc tous ces projets ont été confiés à la DGSL pour des travaux d'aménagement de ces terrains. Mais malheureusement, rien n'a été fait à ce jour. Les habitants de la commune de Ain Taïa sont eux aussi agacés par cet état de fait qui non seulement prive leurs enfants de s'épanouir et d'exercer des activités sportives. Un endroit qui se transforme en un lieu peu fréquenté et parfois dangereux. Un terrain كيما هذا صافي باش تعاود تخدموا اون انفلوب الدوله تخزر في لا ديسيبلين تاع لا ديسيبلين تاعنا باش تعاوننا ونجموا نعاودوا نابليكيو التيميس هنا في المدينه تاع نضال. Je demande encore une fois de l'État de voir notre situation actuelle et pour pouvoir relancer le club et pourquoi pas former d'autres champions dans le futur. Ce cas de figure n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres qui méritent qu'on leur accorde plus d'importance.
Le football, on en parle également ce soir. Le MC Alger a pris une option pour la qualification à la phase des groupes de la Ligue des champions d'Afrique en dominant hier soir les autorités, les Tunisiens du CS Sfax. 2-0 au stade olympique du 5 juillet. On revient sur le match avec Saïd Fellak. Le Mouloudia d'Alger a réalisé un bon pas vers une qualification pour la phase des poules de la Ligue des champions africaine en s'imposant lundi soir au stade du 5 juillet face au club tunisien du CS Sfax, 2-0 pour le compte du match aller du deuxième tour préliminaire de la compétition. L'ouverture du score est intervenue à la 28e minute de jeu par l'intermédiaire de Semi Ferioui. Ce dernier, en renard des surfaces, a profité du ballon relâché par le gardien tunisien pour le mettre dans les filets. Le même Semi Ferioui ajoutera le second but 7 minutes plus tard d'un joli coup de tête suite à un coup franc parfaitement botté par Ammar Bourdim. Ferioui, toujours lui, aurait pu s'offrir le triplé, mais son penalty dans le temps additionnel a été stoppé par le gardien. Alati pensait marquer, mais l'arbitre marocain Samir El Kezes refusera le but car le joueur était rentré dans la surface avant la frappe. Les Verts et Rouges devront valider cette belle victoire le 6 janvier prochain lors du match retour prévu à Sfax. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Pour finir ce journal, des images d'une rare beauté qui nous viennent de Mnéa, du lac de Mnéa précisément, où cet endroit qui reçoit périodiquement une population migratoire de flamants roses. Des images qui ont été tournées par notre confrère Hicham Daou. Je vous laisse apprécier et je vous souhaite une excellente soirée.